c'est ce qui justifie leur déclaration d'adhésion. Aziz Alagbe, Michael Nouati. Le peuple d'abord, c'est l'un des derniers mouvements en date dans l'arène politique de la commune de Komé. Ce regroupement, une fusion de l'élite politique de la région, naît avec une mission précise. Il se veut un mouvement politique au service du développement réel et durable de la commune de Komé en particulier et de la 17e circonscription en général. Le mouvement politique Le Peuple d'abord œuvra pour le développement socio-économique durable des communes et pour l'éveil des populations sur les enjeux de la gouvernance locale. Pour insuffler cette nouvelle dynamique de développement local, le nouveau-né affirme tenir le bon bout. Notre ambition est noble et grande, mais pouvons-nous, à nous seuls, réussir à insuffler ce nouvel ordre à notre commune? L'unique solution est donc tout proche et s'appelle le PAG, un programme qui répond à nos besoins. Nous avons de bonnes raisons de le dire. Aujourd'hui, quand vous prenez le secteur sécurité, tout est stable. Tu quittes Cotonou, il y a moins de forces de l'ordre, mais il y a plus de sécurité. Le pays est totalement en chantier. De commun, vous irez voir le stade en construction. Vous allez à Cotonou, toutes les rues sont pavées, goudron partout. Vous allez à Porto-Novo, c'est la même chose. Natitingou, nous avons les routes. Que voulons-nous? Que veut le peuple? Le peuple d'abord va aussi se faire une place sur l'échiquier politique national. La libre expression et le principe démocratique, des valeurs chères au regroupement, vont circonscrire le choix. Le peuple d'abord, sur décision du Congrès, a choisi de s'engager et d'œuvrer inlassablement aux côtés du bloc républicain. Nous sommes ce coup de pouce qui sera donné au bloc républicain pour bénéficier d'une attention particulière auprès des populations. Le bloc républicain se réjouit de l'adhésion du mouvement Le Peuple d'abord au cheval blanc cabré, la grande famille du bloc républicain. Vous avez fait le bon choix. En réalité, le bloc républicain, c'est le plus grand parti du Bénin. Un bureau exécutif et un conseil de conciliation sont mis en place pour conduire la destinée du mouvement politique, le peuple d'abord. Et on poursuit avec notre série sur la visite des chantiers du projet asphaltage avec une nouvelle descente au quartier Kadiaou. Que ce soit à Kadiaou ou dans les quartiers alentours, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Rues bitumées et infrastructures d'assainissement construites font la joie des populations. Ghislain Poguet. Des voies bitumées, des caniveaux bien fermés, l'éclairage public en place. C'est désormais la réalité du quartier Kadiaou à Cotonou. On est content d'être... voir tout ce qu'on a vu là, on n'a jamais vu. Et on est content pour le président de la République. Tout ce qu'il nous a fait là, notre quartier bien propre. Et ça va durer, ils ont bien fait le goudron là. Ils ont bien fait. On ne sait même pas qu'ils vont faire. Comme ils ont démarré de faire là. On ne sait même pas qu'ils vont faire. On croyait qu'avant là, on lance des choses, mais on ne fait pas. Maintenant là, on a lancé, on a fait. On a réalisé le truc là. Ça, on est content. On est derrière lui. Vraiment, le quartier a changé de visage. Je pense que si ça peut continuer comme ça jusqu'au mois de Tangita, ça me fait un grand plaisir. C'est vrai, on lance les travaux, on ne voit pas les faits, mais ceux-ci, on voit les faits. Vraiment, nous sommes tellement contents que nous voulons que ça soit continuel jusqu'au nord profond. C'est quoi? C'est pas un petit goudron, mais c'est le goudron qu'on voit là. Je vois ça. Avant les travaux, là, c'était pas praticable. Maintenant, aujourd'hui, je te dis, je suis tellement content. On ne dirait pas que c'est le Bénin qui est comme ça. Je ne savais pas le Bénin est beau comme ça. Aujourd'hui, tout est praticable aujourd'hui.
Tangueta soit bon aussi que ça aussi, même si c'est le 100 mètres de pavés qu'on peut me faire là-bas. Là. Vraiment, j'applaudis. Ça me donne la joie au cœur. Franchement parlant, parce que il y a cela des années, c'est des trous par-ci, de l'eau, de gauche à droite, et puis il y a du vol de gauche à droite. Mais actuellement, là où nous parlons, vraiment, nous avons vu que PAG fait son travail. Et tout le peuple de moi est fier du PAG. Et si ça pouvait être continuel jusqu'à la fin de ce mandat, vraiment, nous allons l'apporter. C'est tranquille. C'est tranquille. Sinon, avant, les voies n'étaient pas du tout praticables pour les véhicules, même les motocyclistes. Mais actuellement, avec le goudron que nous sommes en train de voir là, vraiment, De l'autre côté, au carrefour de l'établissement français Montaigne, les populations elles-mêmes ont suivi le déroulement des travaux depuis le début. J'étais là quand ils ont débuté le travail. Je pense que ce qu'ils ont fait dans cette zone est un bon travail. J'ai vu les couches qu'ils ont fait, c'est un bon travail. C'est un bon travail. Et je profite de ça pour féliciter notre président et M. Talon qui a une vision, une belle vision pour notre pays. Et c'est pas seulement dans cette zone, il y a un peu partout. Et je suis un chauffeur et je circule un peu partout. J'ai vu que ce qu'il est en train de faire, c'est une bonne chose. Vraiment, je le félicite. On a besoin d'une bonne route. On a besoin de la route. La route fait le développement du pays. Pour aller n'importe où, c'est la route. C'est la route. Et je profite de ceci pour lui dire que la route, Pau Toribo Sito, le pont là, il n'a qu'à me faire ça. Ça, c'est mon village. C'est ma route. Je le félicite et je le demande de jeter un coup d'œil à cette Pau là où il y a une dépression. La route est déjà goudronnée, mais il y a une petite partie, il y a le fleuve là, qui a fait qu'ils n'ont pas fait le pont. Donc je profite de ça pour lui dire de nous aider à faire ça. École Montaigne, mes défis. Ici, c'est l'école Montaigne. On était ici quand ils ont commencé très timidement. On s'était même moqué d'eux. Le président lui-même a suivi les travaux de près. Il vient ici voir comment ça se passe. Donc c'est un ouvrage qui va résister au temps. Dieu va lui donner la force et ça avancera davantage. Qu'il continue les grands travaux, même s'il y a élection demain, c'est encore lui que je choisirai. Son travail avance 5 sur 5. Son travail avance 5 sur 5. C'est du 1000 à l'heure. 5 sur 5, 1000 à l'heure, c'est beau hier. C'est du bon travail, c'est joli. Le pays devient de plus en plus propre. Tel qu'il y avait des trous partout, c'était pas du tout bon. Tel que les choses sont à présent, c'est mieux que par le passé. Nous remercions l'initiateur des travaux. Nous l'encourageons à sortir d'autres belles idées comme celle-ci pour le pays. Nous avons remarqué que les entreprises ont embauché des ouvriers béninois et on les a vus travailler ici. Derrière le ministère de l'économie et des finances et celui de la culture, le ruban noir du bitume est étalé dans toutes les rues. L'Agence nationale de l'aviation civile, la rue d'en face, bitumée. Les rues après l'église catholique Bon Pasteur, bitumée. Toutes les rues donnant au carrefour de Montaigne, bitumées aussi. Ministère de l'Intérieur, le nouveau bâtiment. Toutes les rues sont réaménagées. Cotonou se donne des airs d'une belle ville moderne. Et ici même, il s'agit de l'installation par le chef de l'État des membres du nouveau Conseil national de l'éducation. C'était le 21 janvier dernier et cet organe a un grand rôle à jouer pour que le système éducatif béninois sorte des sentiers battus. Mais en attendant tout ceci, Marcel Arossi s'est intéressé à l'organisation et au fonctionnement de cet organe. Reportage. Ces dernières années, l'école béninoise aurait perdu sa performance. Mais sur elle se lève une aube nouvelle. Pour faciliter la reconstruction du système éducatif, le Conseil national de l'éducation est créé et dans une nouvelle formule. Il y en avait eu, mais
les résultats ne sont pas probants. Aujourd'hui, nous pouvons résumer que le Conseil national de l'éducation a des attributs qu'on peut regrouper en 4 grandes fonctions. La fonction d'orientation, la fonction de coordination, la fonction de suivi-évaluation et la fonction de décision. Il revient alors au Conseil national de l'éducation de veiller au respect des grandes options éducatives de l'État. Le système éducatif béninois comporte plusieurs zones d'enseignement, plus la recherche. Et il faut assurer une bonne articulation de cette variété d'ordres. Il faut alors assurer ce que je peux appeler une cohérence verticale et une cohérence horizontale de tout le système. Lorsque des actions sont entreprises, il faut nécessairement évaluer. Il y a des domaines dans lesquels le Conseil national de l'éducation prend des décisions. En ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne les programmes, le Conseil national de l'éducation va valider les propositions qui sont faites. Pour un total de 29 membres que compte ce conseil, 13 sont recrutés par appel à candidature, 6 sont élus et 10 sont nommés. Des femmes et des hommes de très grande qualité pour faire le travail. C'est un organe très souple. Vous savez, un président et un secrétaire exécutif. Et nous avons seulement deux commissions techniques. Une commission qualité et réglementation. Pour vérifier tout ce qui est au niveau du système éducatif de notre pays, en l'occurrence la qualité des programmes, la qualité des enseignants destinés à animer ces programmes, la qualité des infrastructures, mais aussi la qualité des lois qui régissent le système. Et une commission pilotage et financement. La commission va s'occuper d'une part de tout ce qui est pilotage du secteur de l'éducation, donc la dimension institutionnelle et également la coordination du secteur de l'éducation. Donc comment faire pour améliorer tout cela. Et nous allons nous occuper également du financement du secteur de l'éducation. Pour son fonctionnement, le CNE se compose de 4 organes internes. Il y a l'Assemblée plénière, il y a le bureau exécutif, il y a les commissions et puis il y a le secrétariat exécutif. L'Assemblée plénière est l'organe de décision. Entre deux assemblées plénières, il y a le bureau exécutif qui peut siéger et prendre les décisions. Le secrétariat exécutif est composé d'une cellule administrative et financière et d'un pool d'experts. Conformément au décret numéro 2018-395 du 29 août 2018, cette structure est placée sous l'autorité du président de la République, mais elle jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière. Première phase du concours de recrutement au profit des forces armées béninoises. Plus de 1000 jeunes sont sur la ligne de départ dans le département du Mono. L'équipe mobile de sélection des candidats a soumis les candidats, aux épreuves sportives. 4 km pour les femmes et 6 km pour les hommes. Ce sont les distances parcourues sur l'AS Lokossa DV. Aziz Alagbe, Michael Nouati. Ils sont un millier de candidats venus des 6 communes du Mono à la ligne de départ de la phase sportive comptant pour le recrutement d'effectifs au profit de l'armée béninoise. Le gouvernement et la haute hiérarchie militaire misent sur la transparence dans le processus de sélection. Chers candidats, seuls les candidats les plus méritants seront retenus. Je vous exhorte donc à faire preuve de courage et de transparence dans le processus. C'est une première fois que notre pays organise un recrutement concours au profit des forces armées. Il faut que tout soit transparent, depuis l'appel jusqu'au déroulement de l'opération elle-même. À cet effet, le dispositif mis en place, les cadreurs caméramans, au départ et à l'arrivée, ce qui nous permet de départager et devant tout le monde, devant les candidats eux-mêmes.
6 km à parcourir pour les hommes, 4 pour les femmes. Dans le lot des coureurs, les démobilisés de la cohorte 2015. Les jeunes qui étaient démobilisés, qui étaient de la classe 2015, ont eu un quota au total pour le mono et il fallait retenir pour la première phase 100 personnes. Les exigences des réformes dans le processus de recrutement mettent également une croix sur les anciennes pratiques peu recommandables. L'égalité des chances devient ainsi une réalité. Ceux qui n'ont personne peuvent aussi espérer avec les réformes qui sont en cours. Et vous allez constater avec moi sur le terrain que les enfants des pauvres qui ont couru, qui ont mérité, ont été donc retenus à cette première phase. Le dispositif mis en place nous a permis d'avoir un recrutement très transparent. Je voudrais également saluer la discipline des candidats, l'implication de la police républicaine qui a su canaliser, qui a su assurer la sécurité, le GNSP, les sapeurs-pompiers qui étaient également aptes pour faire les cas de secours qu'on a eu sur le terrain. Après, la centaine de sélectionnés va subir les épreuves écrites, puis la visite médicale. Au chapitre santé, sachez que l'heure est au bilan des activités des programmes de lutte contre la tuberculose. C'est à la faveur de la 4e réunion annuelle du réseau des coordonnateurs de ces programmes. Plusieurs pays de la sous-région sont à Cotonou pour l'exercice et surtout explorer les pistes d'action concrètes pour de meilleurs résultats. Océane Moussou. Un mal qui n'en finit pas de ne pas être vaincu malgré tous les efforts consentis. La tuberculose. C'est pour la 4e fois consécutive que ces acteurs nationaux et internationaux se réunissent autour de ce combat commun. Et cette fois, le réseau ouest-africain des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose entend prendre des mesures plus hardies. La tuberculose est la principale cause de décès due à un seul agent infectieux dans le monde, devançant le VIH et le paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes atteintes de tuberculose était estimé à 10,4 millions en 2016. Dans la région africaine, 2,5 millions de personnes ont été atteintes par la tuberculose en 2016, soit le quart des nouveaux cas de tuberculose dans le monde. En juillet 2015, le réseau de l'Afrique de l'Ouest des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose a-t-il été créé avec le soutien de l'OMS-TDR à l'effet, entre autres, de créer un cadre de collaboration et d'échange de bonnes pratiques pour la lutte contre la tuberculose, promouvoir l'harmonisation des stratégies et pratiques dans la sous-région pour la lutte contre la tuberculose, réduire le taux de mortalité des personnes atteintes de la tuberculose de 75% sur le continent, c'est le principal défi que s'engagent à relever les participants. Pays hôte de la rencontre, le Bénin s'engage aussi à jouer convenablement sa partition. Au cours de cette rencontre, vous ferez le point des progrès enregistrés dans les différents pays en matière de lutte contre la tuberculose. Vous partagerez les expériences vécues, vous identifierez les défis actuels de la lutte contre la tuberculose et vous proposerez des solutions coordonnées dans le sens de la stratégie mondiale INTV. Je vous encourage à sortir d'ici avec un plan d'action clair et un chronogramme précis pour la mise en œuvre de vos activités futures. Créé en 2015, le réseau des programmes nationaux contre la tuberculose a pour mission principale de contribuer à l'harmonisation des pratiques de lutte contre la tuberculose en Afrique. De ces assises, prévues pour durer 4 jours, sortiront des recommandations pour une lutte efficace contre le mal. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis, Serge. Merci à vous, Jean-Claude. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute, c'est bien ça. Mercredi. Allez, vous prenez soin de vous. Nous également. sommes... Merci beaucoup.
Nous sommes encore là, 5 sur 7 matin va se poursuivre. Tout à l'heure, le forum de discussion. On marque la pause, on se retrouve juste après. Vendredi. Dans Bonne Santé, nous allons parler d'un fléau qui nous touche, nous les femmes, le cancer du sein. Au départ, c'est une boule. Ça peut ne pas être plus dangereux qu'une boule. Donc, c'est une boule. Donc, après, on passe par tout un processus d'analyse, de clarification, de confirmation. Et puis ensuite, on finit par un diagnostic qui vous tombe là-dessus un matin. Et puis, on vous dit, c'est un cancer du sein. Et à l'annonce de ce diagnostic? On est dans une espèce de double, de sentiment à double visage. On est à la fois inquiet parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais en même temps aussi, on a aussi peur parce que, de manière générale, quand on entend le mot cancer, le mot qui vient après, c'est mort. Donc tout de suite, on s'est dit, cancer du sein, est-ce que je vais partir, est-ce que je vais mourir? Dans Au service de tous, je reçois une femme qui mène un combat exemplaire pour les enfants autistes en Côte d'Ivoire. Et enfin, dans Les femmes et les enfants d'abord, je reçois un homme qui a fait de son combat la lutte contre les infections respiratoires aiguës. L'ORTB, pas sans vous. Samedi. C'est les grands travaux dans notre agone. Quand on travaille dans notre agone, c'est ça qu'on appelle le phosphatage. Le agone, c'est le Bénin? Non. C'est pas le Bénin? Non. C'est qui le chef de famille alors? Le chef de famille, c'est le chef de cette communauté imaginaire que j'ai. Le agone? Oui. Et Bad George? Bad George, c'est un des responsables dans la communauté. Et pendant que j'y suis, qui est Nana Rouge? Nana Rouge, c'est notre Dieu dans la communauté. C'est notre Dieu qui fait son buzz par moment. Elle a même fait le buzz de Shidai. Donc. Bon, allez, amis téléspectateurs de Mardistique, j'arrive pour vous. J'arrive par procuration parce que ce monsieur, il n'est pas possible. L'ORTB, pas sans vous. Samedi. Au maternel d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter des parents souvent absents. Soit c'est mon épouse qui, par exemple, travaillait à un moment donné à Dakar et j'étais resté seul à Abidjan. Et puis quand elle est revenue, moi je suis allé en Guinée, après au Mali et maintenant au Togo. Donc ça fait 10 ans en tout que nous vivons comme ça de façon séparée. Puis les enfants de la récré nous diront ce qu'est être malade. On se sent chaud. Tu es malade, on t'amène à l'hôpital. On te fait quoi à l'hôpital? On te pique. On est malade, on va l'amener à l'hôpital et puis on va lui piquer sur la bouche, sur les fesses, les sièges. Dans notre rubrique de femmes inspirantes, nous recevons une chef d'orchestre, Clotilde Blé. L'ORTB, pas sans vous. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes bien sûr le 4e matin de la semaine. Demain, vendredi, va être le 5e matin. Et puis, on va parler demain de faits de société et bien sûr de culture. Pour l'instant, c'est le jeudi de l'éducation. Selon de récentes statistiques, plus de la moitié des enfants en situation de handicap ne terminent pas l'école primaire. Certains n'ont même jamais été scolarisés. Pourtant, l'accès à l'éducation pour tous les enfants est unanimement partagé par tous les acteurs de la société. En ce jeudi, nous explorons l'univers des écoles inclusives. Nous questionnons la situation des enfants vivant avec un handicap. Quels sont les facteurs d'exclusion? Comment ces enfants peuvent-ils être accueillis dans les écoles dites ordinaires? Et comment redonner surtout espoir aux parents ainsi qu'aux enfants eux-mêmes qui ont aussi soif de connaissances? En somme, l'éducation inclusive, est-ce un privilège ou un droit? On aborde la question avec deux sachants. Ouais,
disons-le simplement comme ça. Monsieur Sylvanus Laleyet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de SVT, mais surtout le directeur du Collège des sourds d'Akogbato, c'est ça? Bien sûr. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, Madame Claudine Daiso, bonjour. Bonjour Serge. Vous êtes psychologue de formation? Oui, c'est bien sûr. ça. Et fondatrice de la Chrysalide. Chrysalide. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de partager surtout ce que vous vivez dans vos différentes écoles, dans vos différents mouvements avec nos enfants, les enfants en situation de handicap. Alors, parlez-nous. Commencez déjà. J'en connais bien Madame Daiso par ici. C'est ma gentille, sympathique maman. Allez, présentez-nous un peu votre école, le Collège des sourds-muets d'Akogbato. Merci Serge. Bonjour madame. Bonjour directeur. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs. L'établissement que je dirige est un établissement d'enseignement secondaire. Il reçoit les apprenants sourds qui ont pu passer l'étape du CEP. L'établissement a été créé en 2013, donc c'est tout récent. Et c'est le seul établissement public qui accueille des enfants atteints de ce handicap-là. Donc c'est un établissement public. Ça veut dire que c'est sous le ministère de l'enseignement. De l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. D'accord. Nous avons, pour le moment, 5 classes, c'est-à-dire 5 groupes pédagogiques. Nous avons de la 6e jusqu'en seconde. Nous avons notre première promotion qui entre en seconde cette année-ci. D'accord. Et selon le plan qui est mis en place, progressivement, nous allons ouvrir aussi des classes, sinon des ateliers de formation professionnelle, parce que la vocation de cet établissement-là, ce n'est pas simplement de faire de l'enseignement général, c'est de faire aussi la formation technique, l'enseignement technique et la formation professionnelle au profit de ces personnes en situation de handicap. D'accord. Et les cours se déroulent comment? Qui sont ceux qui donnent les cours dans ce collège-là? Vous savez, excusez-moi, moi-même je me sais dedans, parce que tout le monde peut donner les cours là-bas. D'accord. Une seule condition peut éliminer des gens, c'est qu'il faut connaître la langue des signes. Il faut connaître la langue des signes pour pouvoir communiquer avec les apprenants. Sinon, ils ont toutes les autres facultés. Ils sont capables de faire le même travail que tous les autres apprenants. Ouais. Et puis, les enseignants, en dehors de cette qualité supérieure qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire pouvoir communiquer dans la langue des signes, quel est leur niveau eux-mêmes, recrutés par le ministère, c'est ça, des agents permanents, ou bien comment ça se présente le bloc pédagogique? Le bloc pédagogique a le même statut que tous les établissements qui sont dans le secteur de l'enseignement secondaire. Moi, par exemple, je suis professeur certifié. Et les professeurs que j'ai ont aussi le profil de cet enseignement-là, à part le fait qu'ils soient obligés de connaître la langue des signes. Et l'expérience a montré que en venant là-bas, lorsqu'on s'y met, même si on ne connaissait pas la langue des signes, on peut vite apprendre. Ouais. Oui. Je suis en train de faire une expérience pareille cette année-ci. Ouais. Parce que j'ai eu un problème de professeur de français. On m'a affecté. Vous savez, aujourd'hui, on n'a plus de vacataires dans l'enseignement secondaire. Bien sûr. Il y a des aspirants. On m'a affecté un aspirant qui ne connaissait pas toute la langue des signes. Mais je crois que le niveau aujourd'hui, son niveau en langue de signes n'est pas mauvais. D'accord. Il a déjà commencé par s'habituer et il se fait apprendre par les enfants. Ouais.
D'accord. On reviendra tout à l'heure à vous entendre, c'est que tout semble aller pour le mieux. Quand on va commencer à évoquer les difficultés tout à l'heure, j'espère bien que ça nous permettra d'avoir une vue plus large. Notre objectif, c'est qu'il y ait un regard non pas condescendant, mais un regard tout à fait de droit sur ces différentes écoles qui sont disséminées un peu partout, on l'espère bien, sur le territoire national. Revenons maintenant à la chrysalide. Présentez-nous la chrysalide. Alors, bonjour Serge. La chrysalide, c'est une association. C'est le nom que nous lui avons donné. C'est l'Association pour l'intégration des personnes handicapées intellectuelles du Bénin. Alors, cette association a un espace d'accueil, d'écoute et d'orientation où viennent des jeunes, des enfants et des jeunes qui ont un handicap intellectuel. Mais la chrysalide ne fait pas que ça. La chrysalide défend le droit des personnes handicapées, toutes personnes handicapées, les personnes handicapées intellectuelles, mais toutes les personnes handicapées. La chrysalide fait la promotion également de l'éducation inclusive. Et puis, nous sommes là surtout pour beaucoup sensibiliser, porter un plaidoyer, faire en sorte que la personne handicapée soit un citoyen à part entière. Que notre société soit inclusive, et pour qu'elle soit réellement inclusive, nous disons que nos écoles doivent être inclusives. Voilà en gros ce que nous, acteurs de la chrysalide... Je sais que c'est un combat que vous menez depuis bien plusieurs années. On vous a vu sur le terrain vous battre un peu partout, contre vents et marées également. Quelle est l'impression que vous avez aujourd'hui? Est-ce que les lignes ont bougé? Oui, je dirais que les lignes ont beaucoup bougé. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup à faire. Quand je dis les lignes ont bougé, c'est parce que je parle par exemple de la Convention relative aux droits des personnes handicapées que notre pays a ratifiée depuis 2011. Quand je parle de la loi pour la protection et l'intégration des personnes handicapées au niveau du Bénin, cette belle loi fantastique qui a été adoptée par l'Assemblée en avril 2017, promulguée en septembre 2017, mais il y a un grand hic. Cette loi est très belle. Et si elle est réellement appliquée, notre pays sera vraiment un pays inclusif où toutes les personnes handicapées pourront jouir de leurs droits. Malheureusement, on attend et on appelle de tous nos voeux les décrets d'application. Et en fait, c'est ça qui est le hic en ce moment. Voilà. Mais quand je dis il y a des choses qui sont faites beaucoup par le privé. Tout à l'heure, le directeur disait que c'était le seul collège public qui accueille les jeunes qui ont une déficience auditive. Mais à côté du besoin, c'est tellement peu. Mais c'est bien aussi que ça un peu trop peu, justement. C'est ça le problème. C'est vrai qu'avant vous, je me rappelle de ce collège mixte qu'on peut retrouver à Porto Novo. Oui, c'est le privé. C'est ce que je vous disais, que dans le privé, il y a des choses. Hein, vous voyez, à Louo, c'est fantastique. Depuis la maternelle, ils ont des bacheliers qui, malheureusement, je dirais, se débrouillent à l'université. Vous voyez, dans cette école, les enseignants, pendant qu'ils parlent, ils signent, comme l'a si bien dit le directeur. Et le fait que des enfants handicapés auditifs et des enfants entendants aillent dans la même classe, dans la même école, entre les enfants, ça devient des interprètes spontanés. Hein, tout à l'heure, quand le directeur parlait, je me disais que c'est peut-être pas si évident pour tout le monde d'apprendre la langue des signes, mais peut-être aussi parfois, quand c'est possible, de prévoir des interprètes. Il y a de très bons interprètes. Et aujourd'hui, comme je dis, des enfants qui ont été à l'école à Louo arrivent à aider leurs amis qui ont un handicap auditif. Donc ça, c'est quand on parle du handicap auditif, je suis contente de voir qu'il y a un collège. Mais je serais encore plus contente si ce collège était inclusif. C'est ça, justement. Est-ce que c'est le cas? Pour le moment, ce n'est pas encore le cas.
Moi, je pense que... Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est aussi une sorte de discrimination. Voilà. Même. Je ne pense pas que ce soit une discrimination. Ouais. Madame Daiso disait tout à l'heure qu'à l'eau, cette inclusion-là a commencé depuis la maternelle déjà. Ouais. Mieux. Pour moi, cette inclusion devait démarrer déjà, depuis la maison. Et le système adopté à l'eau, pour ce que je sais, c'est qu'un apprenant déficient auditif qui veut rentrer dans cet établissement vient obligatoirement avec un accompagnateur qui n'est pas déficient auditif. Ça peut être un de ses amis ou bien l'un de ses parents. Ce qui a fait que cette inclusion-là a déjà démarré avant même que l'apprenant n'entre dans l'école. Ouais. Ici, nous sommes dans un système, dans un cadre national. Et on ne peut pas se lever et dire qu'obligatoirement, il faut faire accompagner un apprenant déficient auditif par l'un de ses frères avant de l'inscrire dans un établissement. Donc, et si cela devait se passer, si cette inclusion devait se passer, ça devait commencer au niveau du primaire. Parce que il y a des établissements privés, il y a des écoles primaires. Bon, la seule publique aussi que je connais au Bénin, madame, on va trouver que c'est toujours c'est peu insuffisant. Ouais. Peu. Mais c'est évident. C'est une réalité. Ouais. La seule école, c'est situé à Vedoka. Ouais. Si l'inclusion commençait par là, ça va continuer et ça va permettre d'aller au résultat que l'on veut par rapport à l'inclusion. Notre intention, pour ce que nous avons fait comme proposition, c'est de commencer cette inclusion-là à partir du second cycle. D'accord. Parce que à cet âge-là, les apprenants sont un peu plus mûrs, c'est ça. Voilà, un peu plus mûrs. On a commencé par tenter de les mettre ensemble avec les établissements qui sont alentours. Nous sommes à Kogbato. Vous voyez, à Kogbato, n'est pas loin du CG Fillon et du CG L'Entente. On a commencé par faire déjà des examens blancs avec ces établissements-là. Ce qui a permis à ces apprenants de commencer par se fréquenter. Et j'ai eu des apprenants du CG L'Entente, CG Fillon, qui sont allés me voir pour dire, mais eux autres, ils préfèrent rester dans cet établissement-là où ils se sont fait des amis déficients auditifs. Donc, je crois que... Mais comment vivent-ils les enfants dans votre collège? Comment ça se passe? En réalité, les enfants que nous avons ne sont pas différents des enfants que nous avons à la maison. Ce que nous vivons dans les établissements ordinairement, c'est la même vie que nous menons. D'accord. À part le fait que les cours se déroulent en langue de signes et en français, il n'y a pas de différence. Ouais. Ils passent les mêmes examens que les autres. Ils ont le même programme de travail. Donc, ils composent comme tous les autres. Ils vont en classe. C'est pas différent. Ouais. C'est pas différent. Bon. Je voudrais dire, je suis assez surprise parce que je ne savais pas qu'à Lourdes, les élèves devraient venir. Non, ça c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Je suis très surprise. Mais je voudrais dire, par exemple, directeur, vous voyez par exemple au niveau du handicap visuel, quand les apprenants finissent le CEP au niveau du CPSA, le centre qui est à Segbeya, le collège à côté leur permet de faire, encore que maintenant, même déjà le primaire, ils ont commencé une certaine forme d'inclusion au niveau du centre. Ça leur permet d'aller au collège de Segbeya qui est à côté, et il y a toute une équipe qui leur apporte un soutien, parce que vous savez, par exemple, quand c'est la déficience visuelle, il faut transcrire du noir au braille et du braille au noir pour leur permettre de pouvoir suivre. J'aimerais dire que, par exemple, au niveau de la déficience auditive, j'aime bien ce que les sourds eux-mêmes aiment dire. Ils disent, un sourd peut tout faire, sauf entendre. Ouais. Alors, vous voyez, c'est pas évident quand on n'entend pas.
vous devez le savoir, au niveau du primaire. Les premières classes sont assez évidentes, mais l'abstraction, c'est bien compliqué pour les jeunes sourds. Alors, cette inclusion qui commence timidement, vous avez dit au second cycle, bon, c'est bien, mais je pense que c'est de la responsabilité de l'État. Et là, c'est un collège public. Et je crois qu'il revient à l'État de prendre toutes les dispositions pour que ce collège soit inclusif. Pour que ce collège soit inclusif, ça veut dire quoi? Il accueille des élèves entendants et des élèves non entendants, mais avec tous les moyens qu'il faut pour pouvoir les accompagner. Vous savez, quand les jeunes sourds il y en a parmi eux qui sont vraiment très intelligents et qui arrivent, heureusement, à lire. Alors, quand c'est écrit, ils peuvent lire, comprendre et vraiment faire beaucoup de choses. J'en connais qui sont autodidactes. Aujourd'hui, c'est des adultes et tout. Mais rien que parce qu'ils sont passionnés de lecture, la culture générale leur permet de faire beaucoup de choses. Et il y a autre chose aussi qui n'est pas simple, c'est la lecture labiale. Et je pense qu'il faudrait que dans ce collège, déjà même au niveau du primaire, prévoir des spécialistes comme des orthophonistes qui ne soient pas que des bénévoles qui passent de temps en temps dans l'école primaire comme au niveau du collège, mais que l'État fasse en sorte qu'il y ait des orthophonistes qui soient là, parce que les orthophonistes, avec la rééducation et l'apprentissage à la lecture labiale, qui n'est pas simple, je l'avoue, mais qui est possible. Et quand l'élève a assez don et assez doué pour faire la lecture labiale, je vous assure que ça peut aussi beaucoup l'aider dans le cours. C'est vraiment un défi quand vous dites que l'enseignant signe pendant qu'il fait son cours. Je suis contente, mais je dis que c'est vraiment un grand défi. Moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis dans le domaine, mais je trouve que mes doigts ne sont pas assez, agiles pour pouvoir apprendre la langue des signes. Et puis, il y a une chose, connaître la langue des signes et aussi être un interprète. Donc moi, à mon avis, comme je dis, c'est vraiment de la responsabilité du gouvernement si nous voulons que ces jeunes puissent vraiment réussir. Parce qu'aujourd'hui, on dit une école inclusive, mais il faut qu'elle soit de qualité. Si on veut que ça réussisse, prévoir des interprètes pour combler les insuffisances éventuelles de professeurs et également des orthophonistes qui vont les aider. Et puis, il y a aussi autre chose quand c'est possible, c'est l'appareillage. Je sais que tout ça, ça a un coût. Parce que parfois, certains sont appareillables. Mais quand on est appareillé, là également, c'est de gros moyens. Il faut une bonne rééducation. Il faut que l'appareil soit entretenu. L'appareil déjà n'a pas un coût assez important. Et il faut qu'il soit entretenu et il faut qu'il y ait la rééducation derrière. Donc vous avez une lourde responsabilité. Je sais que vous faites le meilleur, mais je dis, si les autorités pensent à l'accompagnement, comme je disais, je répète, un orthophoniste, appareillé, apprendre la langue des signes, rééduquer, et aussi des interprètes. Parce que ce n'est pas facile. Entre quelqu'un qui connaît la langue des signes et quelqu'un qui est un interprète, il y a encore une petite différence. Bien sûr. Oui, je crois que je vais juste intervenir pour dire, c'est juste tout ce que madame a dit. Mais nous faisons pratiquement tout cela. Pour renforcer la langue des signes, par exemple, nous avons celui qui présente le journal chez nous, M. Eriomi. Il travaille avec nous pour qu'on puisse fédérer un tout petit peu, parce que la langue des signes, elle est un peu divergente aussi. La langue des signes française, la langue des signes belge, l'ASL, ainsi de suite. Mais avec quelle langue de signes faut-il travailler avec nos apprenants? Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que un certain nombre de signes soient conformes et que ce soit ces signes-là que nos apprenants utilisent dans le cadre de l'apprentissage.
Et quand je suis arrivé dans cet établissement-là, je me suis dit qu'il fallait faire l'expérience d'un orthophoniste. Et comme nous étions dans le système des professeurs vacataires, j'ai fait des propositions à mes patrons et j'ai eu l'autorisation de recruter un orthophoniste pour travailler comme un vacataire. Mais je vous avoue, ça n'a pas été facile parce que l'orthophoniste, moi j'ai compris par la suite que l'encadrement qu'offre un orthophoniste n'est pas un encadrement de masse. C'est un travail qui est fait de façon individuelle sur chaque enfant qui peut progresser. Mais ce que moi j'ai proposé à celui qui a fait un peu le travail avec moi, il s'appelle Afo, et c'était de faire un travail de masse. Mais il a su adapter le travail à faire avec la masse qui lui avait été confiée. Il a formé des groupes avec lesquels il a travaillé, de sorte que des enfants qui bavaient pratiquement, qui ne savaient pas prononcer des mots, ont commencé par parler. Quand moi j'entends un enfant sourd me voir, qui ne pouvait rien me dire, il me dit « Bonjour papa », je dis la vérité. Ouais. « Bonjour papa », moi ça me suffit déjà. C'est très important. Donc, je pense que nous avons pensé à ça aussi. Et je dis, quand l'État veut faire quelque chose, il faut que l'État le fasse avec toutes les responsabilités. Parce qu'au départ, le collège avait été créé sans qu'aucune disposition ne soit prise. Et je crois que maintenant, les choses ont commencé par se redresser. Est-ce que ça rentre dans l'ordre? Parce que tout à l'heure, Mme Daizo parlait de qualité. La qualité, ce n'est pas que la qualité, ça commence déjà par les infrastructures. Est-ce que désormais, les infrastructures sont assurées aussi convenablement? Voilà. Je crois, je dis, aujourd'hui, c'est mieux. Parce que si vous avez eu l'occasion de faire un tour à Kogbato, là où nous sommes logés, officiellement, Madame Daizo sait de quoi je parle, vous allez avoir honte de ce pays. Mais aujourd'hui, c'est un peu... C'est pas seulement la honte, hein, on est très énervé, très remonté. Quand on voit certaines choses, on se demande si des enfants doivent habiter ici. Et qu'on nous dise que ça, c'est un lieu d'apprentissage, on est très remonté. Donc, nous sommes partis pratiquement de rien et on est en train d'avoir beaucoup. Bon, je peux donner des exemples. Bien sûr. Nous avons d'abord été délocalisés pour que les enfants restent dans de meilleures conditions d'apprentissage, parce que si vous allez à Kogbato, tout est foutu. Hein. Quand il pleuvait, là, on reçoit de l'eau à l'intérieur. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Et dans le budget 2019, ça c'est un secret de polichinelle, si je devais cacher cela, il est prévu la construction d'infrastructures sur le site d'Akogbato. D'accord. Où nous allons retourner. Et avec la mairie, puisque c'est le fonds FADEC qui doit s'occuper de ça, les agents de la mairie sont allés me voir, de la DST, pour voir où est-ce qu'il faut implanter les bâtiments, les nouveaux bâtiments, voir si j'ai des doléances par rapport à la dynamique de l'environnement. Et je crois que c'est déjà beaucoup de pas. Donc vous nous dites que désormais, il y aura moins de chauves-souris par là. Bon, je crois que les chauves-souris vont partir. Les chauves-souris vont partir. Oui, parce que c'est une situation déplorable. Oui, lorsque je voudrais bien être sûr, parce qu'entre-temps, au niveau du ministère, on me disait que l'école n'était plus à Kogbato. Donc vous avez dit que c'est délocalisé, c'est à Gbeto, je pense? C'est juste en face de l'école urbaine centre. Gbeto, actuellement. C'était, je pense, la toute première école qui avait eu entre-temps pour les enfants qui ont été délocalisés après, qui sont partis à Vedoko. Il me semble que c'est ce... D'accord. Donc, bien que étant délocalisé... Mais ce n'est pas sur ce site-là. Ah, c'est pas sur ce site. C'est sur l'ancien site du lycée de l'enseignement familial et social. Oui, il me semble que c'était là-bas qu'il y avait eu les premières écoles. Non, c'est chez les c'est ailleurs. qu'il avait eu les premières écoles. Bon, c'est en tout cas dans le même environnement. Oui. Donc, bien que vous ne soyez plus à Kogbato, vous continuez d'appeler l'école le CEG d'Akogbato. Alors, tout à l'heure, j'étais un peu perplexe parce que j'ai dit, mais au ministère, ils m'ont dit, parce que je parlais du CEG qui est à Kogbato, et puis on me disait, non, Madame Daizo, vous n'y êtes pas, on n'est plus à Kogbato.
Et tout à l'heure, vous avez dit que vous collaborez avec les écoles qui sont environnantes. Donc, vous avez cité les écoles qui sont dans le milieu là-bas. Donc, quand vous faites ce genre d'activité, vous emmenez vos élèves depuis Guinkomé jusqu'à... Non, nous avons juste démarré à Guinkomé l'année dernière. Oui. D'accord. L'année dernière. Nous sommes en train de passer la 2e année scolaire. Là. Et l'année dernière, nous n'avons pas pu faire ça avec ceux de l'entente. Nous avons fait avec le CGB Gamin. D'accord. On a fait avec le CGB Gamin. Et nos enseignants, puisque pratiquement j'ai un enseignant par matière, nos enseignants vont travailler avec ceux de Bégamin pour rester dans la dynamique de la formation continue qui est donnée pour les animations pédagogiques. Oui, en fait, là, je suis contente de vous entendre parler. Le directeur n'a pas fait l'économie de vérité quand il dit... moi, j'avais emmené des partenaires à Kobato. Moi, je ne suis pas parti. Parce que ce jour-là, il y avait tellement d'eau. Exactement. Et nos amis, on marchait dans l'eau pour aller... C'était pas beau. J'avais aussi... Je connais un peu l'école parce qu'on a collaboré au départ et puis, bon, de temps en temps, on y va. On avait aussi planté des arbres entre-temps avec l'essor optimiste. C'est maintenant que j'ai commencé à reconnaître le visage. Oui. Tout à l'heure, quand on était assis ensemble, voilà. Je ne vous avais pas vite reconnu. Donc, vous voyez, il y a beaucoup à faire. Et puis aussi, je ne sais pas, est-ce que vous avez un internat? Voilà. Au départ, c'est pour ça que je dis que ça avance. Au départ, c'était les parents qui se cotisaient pour louer des maisons aux apprenants, qui restaient ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'internat intégral. D'accord. Et en attendant, puisque je vous ai dit, il ne faut pas que l'État se presse. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut prendre de la nourriture chaude et puis mettre tout de suite dans la bouche. Il faut se hâter lentement. Voilà. Se hâter lentement. Alors, donc, sur le site de Guinkomé, nous avons pu avoir des salles qui servent d'internat. Ce n'est pas le confort comme dans un hôtel, ça je peux le dire. Mais il y a quand même d'avancées parce qu'on a commencé par dormir, les enfants ont commencé par dormir à même le sol. Mais aujourd'hui, chaque enfant a son matelas. Plus comme ça, d'accord. Ils sont nombreux? J'ai 50 élèves. 50. Non, 51 cette année-ci. Il y a 40 à l'internat. 40 à l'internat. Oui, mais le problème, c'est comment on fait quand même pour que tous nos enfants puissent être dans des écoles ordinaires, qu'ils aient le droit de fréquenter les écoles dont ils ont envie. Comment on fait? Comment on réussit tout ceci, Mme Daiso? Alors, je dirais d'abord, le droit de tout enfant, c'est d'aller à l'école. À l'école, oui. Et quand une école est construite, que ce soit maintenant ou... Car dans les nouvelles écoles font attention au niveau de l'accessibilité physique. Mais en fait, il n'y a pas que l'accessibilité physique quand on va dans une école. Alors, qu'est-ce que, pour que notre État respecte ses engagements, il faudrait que toutes les écoles puissent accueillir l'enfant, quelles que soient ses caractéristiques. Je préfère parler comme ça. Alors, pour cela, les conditions, ça commence, mais pas encore. C'est d'abord la formation. Parce que quand vous emmenez un enfant handicapé dans une classe et que l'enseignant n'a jamais entendu parler de handicap, c'est qu'on le met en situation d'échec. Donc, la première chose, c'est la formation de tous les enseignants. Qu'ils puissent savoir ce que c'est que le handicap. Dans leur formation initiale, qu'on leur parle aussi de l'éducation inclusive. Il y a tout un comité qui travaille pour cela. Et ça avance, pas comme on aurait voulu. Il ne faut pas que l'État se hâte lentement, mais il faut que ses responsabilités puissent les prendre. Moi, je pense que c'est toute une question de volonté. Alors, si l'enseignant est formé, il ne sera plus en situation d'échec. Le programme en lui-même, tel qu'il est, si on veut que nos écoles soient inclusives, il faut que le programme soit vu en conséquence. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas demander à un enfant handicapé visuel de vraiment maîtriser. Mais si le programme tient compte de ses spécificités, ces paramètres, ça peut aller. Donc, l'infrastructure physique, les programmes,
les enseignants et aussi le matériel. Et ça, c'est l'aspect qui, je peux dire, au niveau de l'école même. Mais l'environnement. Alors, quand vous avez un parent d'enfant handicapé qui n'est pas sensibilisé, vous lui dites d'emmener son enfant à l'école, il a peur. Je vois comment dans la rue, on me regarde, je vois comment dans la rue, on me traite. Et si j'emmène mon enfant handicapé dans cette école, est-ce que les autres enfants ne vont pas le maltraiter? Donc, sensibiliser les parents, les rassurer. Ça, je parle des parents qui ont un enfant handicapé. Mais les parents qui n'ont pas d'enfant handicapé, il faut qu'eux également soient sensibilisés. Il y a des écoles, quand les enseignants, les directeurs ne résistent pas, je parle du privé, parfois certains parents viennent dire « Ah non, moi je vais enlever mon enfant parce que vous recevez bien sûr des enfants handicapés. Bon, je tire le chapeau à plusieurs directrices comme Mme Sogossi, Mme Aplogan et Mme Afomassé, qui ont pris ce résumé. J'accueille les enfants handicapés. Si vous ne voulez pas, vous pouvez retirer votre enfant. Donc ça, c'est vraiment très courageux. Alors, si on sensibilise les parents, vous n'avez pas d'enfants handicapés. Mais vous pouvez aussi en avoir, parce que le handicap, ça n'arrive pas aux autres. Bien sûr. Et surtout qu'ils puissent savoir que tous les enfants ont droit à l'éducation. Donc, vous voyez, l'environnement a besoin d'être sensibilisé. Et aussi, les préjugés sociaux ont la peau dure. Nous faisons des sensibilisations depuis je ne sais combien de décennies, mais encore, on rencontre des personnes, quand on leur parle du droit et du droit à l'éducation, pour un enfant handicapé, ils nous disent « Ah bon ?» Ils sont surpris. Donc moi, je dis, c'est encore de la responsabilité de l'État de mener toutes les démarches. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a eu une convention, même au niveau des fonctionnaires, même au niveau de certains enseignants. Quand vous parlez de convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée depuis 2006, ratifiée par notre pays depuis 2011, ils disent « Ah bon ?» Et puis la loi... Et encore cette loi votée en 2010. Et ce qui est beau dans cette loi, je vous ai dit que c'est une très belle loi. Bien sûr, Aujourd'hui, quand vous discriminez une personne du fait de son handicap, que vous soyez un parent, un enseignant, un fonctionnaire ou n'importe qui, non seulement on peut vous emprisonner, vous pouvez aussi payer des amendes. Vous tombez sous le coup de la loi. Voilà. C'est systématique. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que cette loi soit vraiment connaisse des décrets d'application pour que au moins les personnes handicapées, les enfants, les jeunes et tout le monde, soit au niveau de l'emploi, quel que soit le domaine, puissent dire, écoutez, voilà ce qui est prévu. C'est, vous voyez, je regarde les choses. Je pense que... Monsieur Lalaye. Oui, je pense que nous ne devons pas voir simplement au niveau de ce cadre physique de l'éducation. J'ai dit tout à l'heure que l'inclusion devait déjà commencer à la maison. Quand même à la maison, certains parents isolent des enfants qui présentent un certain handicap. Je comprends difficilement que quelqu'un d'autre l'accepte dehors. Mais je vous ai dit que la loi dit maintenant, même le parent qui discrimine. Voilà. Il tombe sous le coup de la loi. Oui, il peut être poursuivi. Je voudrais qu'on prenne la loi comme un élément qui ne vient pas pour réprimer, mais un élément qui vient pour apprendre à chacun à faire ce qu'il doit faire pour l'épanouissement de ces personnes-là. Si on brandit la loi comme... Vous pensez qu'on n'a pas fait assez de sensibilisation? On n'a pas fait assez de sensibilisation. Oui, vous pensez? Parce que s'il y avait suffisamment de sensibilisation, imaginez, moi j'arrive tout fraîchement nommé, je passe au ministère juste pour des formalités, et je suis directeur du Collège des Sous. C'est quoi? Ça existe. Même dans votre ministère, il y en a plein qui ne savent pas que ça existe. Qui ne savaient pas. Donc, il faut permettre aux gens... Jusqu'à présent, il y en a qui ne savent pas. Non, je vous le confirme. Je vous le confirme. Il y en a encore. Donc, je sais que vous êtes assez modeste, mais je vous le confirme. Quand ça démarre à la maison, ça continue dans le quartier, c'est sûr, ça va prendre dans la ville. Moi, parmi mes enseignants, là, il y en a qui n'ont d'amis que leurs amis sont des sourds. Ils n'arrivent même, ils ne se retrouvent pas à l'aise avec les autres. Ils se retrouvent à l'aise. Ceux qui ont fait l'eau ensemble dont vous avez parlé là. Mais quand ils ne se voient pas, ils ne se font pas de choses. Et il y a l'un qui est avec moi là. Sinon, la plupart de ceux qui sont avec moi, il y a des sourds qui travaillent chez moi. Ils ont fait l'eau.
C'est pour ça que je félicite ce qui est fait. Bien sûr, bien sûr. Il y a, Ils sont à le mercredi féliciter. dernier, l'un d'eux a fait sa soutenance en sociologie. Là. Il a eu la mention très bien, pendant que un autre Entendant a eu la mention bien. Et moi, j'ai fait un petit témoignage la dernière fois quand je parlais avec les parents d'élèves. Moi, je dis, j'ai un garçon en classe de 4e à la maison. Et j'ai des classes de 4e dans mon établissement. Mais j'ai des apprenants, des enfants sourds, qui travaillent mieux que mon enfant qui est à la maison. Ça doit créer un déclic là. Ils ne sont pas bêtes, ces enfants-là. Ouais. Ils ont besoin juste qu'on leur apporte toute l'affection déjà, depuis la maison, les accueillir comme des enfants, comme tout autre enfant, et ils vont nous offrir tout ce dont on a besoin pour évoluer. Ouais. Madame a parlé tout à l'heure de formation, l'absence de formation des enseignants surtout. Qu'est-ce que tout ceci génère quand même? Ça doit générer, je ne sais pas, comment vous le vivez vous-même en tant que directeur, première autorité d'un collège comme celui-là? Voilà, ça a été toujours mon combat, parce qu'on ne peut pas former des apprenants sans que le formateur ne soit formé. Et aujourd'hui, j'ai l'effectif d'enseignants le plus stable. Ça, je le dis. Parce que c'est ceux qui ont toujours travaillé avec moi, qui travaillent avec moi, on n'affecte pas mes enseignants comme on peut le faire pour les autres. Là. Je me bagarre pour que cela ne se fasse pas. Ouais. Parce que c'est cette stabilité-là qui va me permettre d'aller au résultat. Ouais. Et je ne sais pas quand ça va démarrer. Le secrétaire général du ministère, les cadres de ce secrétaire général m'ont fait appel, on a discuté sur les formations que peuvent recevoir de façon particulière les enseignants de mon établissement pour pouvoir aller au résultat. Ça, je n'ai pas encore des éléments précis pour dire ça va démarrer à tel moment, mais je pense que des choses sont en train d'être faites. Et pour la plupart de ceux qui sont avec moi, à part le fait qu'il y en a qui continuent de se faire former, pas parce que dans le cursus de l'État. J'en ai qui sont en train de faire leur master. Est-ce que vous voyez, après la maîtrise, ou bien après le CAPES, tout ça. Je crois que cette formation-là, elle se fait d'une manière ou d'une autre. Mais la formation spécialisée, je crois que ça se fait un peu sur le tas. Ça se fait sur le tas. Je ne connais pas trop d'établissements, c'est-à-dire trop de centres qui donnent des diplômes en formation spécialisée au Bénin. Je sais, chez les sœurs, chez les religieuses, il doit y avoir quelque chose là. Non, ça, c'est des éducateurs spécialisés. Des éducateurs spécialisés, voilà. Donc, il y a aussi cet élément-là. Parce que justement, est-ce que ça c'est valorisé chez nous, les éducateurs spécialisés qui jouent peut-être le rôle d'accompagnant pour les enfants? Quelle est la valeur qu'on lui donne dans le système, dans la communauté éducative au Bénin? Bon, je dirais que ce n'est pas encore bien connu, c'est vrai. Mais étant donné que les éducateurs formés commencent à être de plus en plus nombreux, ils essayent de se faire connaître et de faire en sorte que on puisse les connaître, parce que c'est des éducateurs qui peuvent travailler partout, partout où le besoin est. Et ils sont vraiment bien formés à l'ISFES, ils sont bien formés, nous les accueillons à la Chrysalide, et je sais qu'ils vont dans beaucoup de domaines, aussi bien de l'enfance que du handicap, dans vraiment beaucoup de domaines, parce qu'un éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui a des compétences. Je pense que, par exemple, pour bien accompagner un élève handicapé auditif, par moment, il faut quand même un peu de psychologie, il faut le connaître. Donc ça, c'est des choses qu'un éducateur spécialisé peut faire. Et moi, je vous encourage et je vous félicite. Vous faites des efforts pour les former sur le tas. Parce que c'est ça, ils sont formés sur le tas. Avant de venir, ils ne connaissaient pas. Et ça, et aussi le fait que vous fassiez l'effort qu'il soit stable. C'est ça, en fait, qui est un gros problème pour les efforts qui sont faits dans le sens de l'éducation inclusive.
c'est le fait qu'on peut affecter les enseignants, les directeurs, et même vous, heureusement que vous êtes encore là, parce qu'on pouvait aussi vous affecter, et ça fait un éternel recommencement à chaque fois. Donc ça, pour ça, je suis contente. Mais j'aimerais vous dire que dans le domaine du handicap auditif, il y a plusieurs centres, plusieurs écoles. Peut-être que vous ne les connaissez pas tous. Il y en a à Porto Novo, il y en a à Cotonou, bon, à Sénadé, c'est fermé, mais il y en a à Glo, il y en a également à Boycon, il y en a à Gla, pas loin de Akopato. Il y en a assez. Assez également, Parakou. C'est pour dire que, et je sais que ces professionnels s'organisent régulièrement pour faire des recyclages. Vous savez, c'est la langue des signes américaine au départ, parce que c'était un Américain qui a commencé aussi au Bénin. Et il faut en sorte pour qu'il y ait une certaine harmonisation, en tout cas au niveau du Bénin. On l'a essayé en Afrique de l'Ouest, mais en tout cas au Bénin, il continue. Et moi, je pense que ce serait bien que vous puissiez connaître toutes ces personnes. Et il n'y a pas longtemps, ils ont fait une formation, je ne sais pas si vous étiez au courant, ils ont essayé de faire en sorte que dans ce domaine, on puisse accueillir le mieux possible les enfants qui ont un handicap auditif. Donc moi, je pense qu'il y a quand même une synergie, quelque chose qui se fait, et je crois que le CG d'Akopato gagnerait de participer à ces gens. Oui, CG d'Akopato, même si actuellement il est à gain quand même. Bon, il garde son nom. Il garde son nom. À beaucoup d'ateliers là. Oui. C'est le ministère de la Famille qui a parrainé, qui a organisé ces ateliers d'harmonisation des signes. Et ça m'a permis de rencontrer même des gens qui sont venus de Pépé Yakou, à côté de Natitengu. Voilà, à côté de Natitengu. Donc, nous avons suivi avec ces personnes-là. Nous sommes entendus sur des signes. Seulement, ce n'est pas encore suffisant, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Ben ouais. Merci à vous, hein. Restez avec moi, parce qu'ensemble, on va voir ce que les internautes ils ont proposé comme suggestion. On leur a posé une question. Quelles sont vos suggestions pour rendre l'école plus attractive, accueillante pour les apprenants vivant en situation de handicap? Vos commentaires, on va lire quelques-uns. Maurice Tantan, venez avec moi, partagez avec nous quelques avis d'internautes à propos de la question du jour. Maurice, bonjour. Bonjour Serge. Ça va bien? Ça va bien, et vous-même? Ça va, merci. Je sais que vous connaissez bien Madame Daïso. C'est Monsieur Laleya. Bonjour à tous. Bonjour. Collège d'enseignement général des sourds muets d'Akopato. Collège professionnel. Ah, professionnel. Ça a changé de nom. Ah, bon. De mieux en mieux. D'accord. Alors donc, vous venez de rappeler la question du jour de ce jeudi matin, et il faut dire que nous avons reçu beaucoup de commentaires sur Twitter, mais également sur Facebook de la part des internautes. Et deux éléments que je retiens dans leurs commentaires, c'est la construction d'infrastructures adaptées aux personnes vivant avec un handicap, la motivation à l'endroit de ces apprenants-là, cette motivation qui doit venir de la part des parents à la maison, mais également des enseignants à l'école qui doivent être spécialement formés pour pouvoir accompagner ces personnes vivant avec un handicap. C'est ce que nous allons voir dans les commentaires des internautes ce matin, et nous commençons avec Akele Rodrigue qui a écrit sur Twitter. Il écrit ceci: il faudrait par exemple insérer un cours qu'on va appeler motivation. Aussi, il faut que les autorités de chaque commune descendent dans les écoles pour prodiguer les conseils aux élèves. Mais avant tout, précise-t-il, les parents doivent motiver leurs enfants contre tout découragement. C'était le message de Akele Rodrigue. Toujours sur Twitter, Alidou Isbat dit qu'il faut une formation des enseignants, des professeurs pour une meilleure compréhension des problématiques liées au handicap. Elle explique également qu'il faut un accompagnement solide de ces personnes au sein du système pour qu'elles évitent toute forme d'exclusion. Carlos Kokoujan a également réagi sur notre compte Twitter ce matin. Il dit « L'État doit construire des infrastructures adéquates aux normes de sécurité et aux conditions de travail adaptées aux personnes handicapées, former des enseignants, surtout rendre les accès plus faciles
aux handicapés. Et il dit un handicapé est un citoyen à part entière et en tant que tel, il a droit à l'éducation. Faisons un tour à présent sur Facebook. Des avis et commentaires de ce côté-là également, Serge, et nous commençons, on va prendre le commentaire de Comlan Bernard Koueleté. Il dit, pour rendre l'école plus attractive et accueillante pour les apprenants vivant avec un handicap quel qu'il soit, le gouvernement doit avoir dans le plan de construction des salles de classe qui seront adaptées aux personnes vivant avec un handicap, former les enseignants sur l'esprit de motivation et l'accueil des handicapés dans nos écoles et collèges et construire des centres de jeux dans les écoles et les collèges. Moïse Benouko Dossou-Gouin va presque dans la même direction. Il dit ce qu'il faut pour rendre l'école plus attractive pour les personnes vivant avec un handicap est de créer des jeux, recruter et ou former des enseignants qui pourront être capables de donner le goût de l'éducation à ces apprenants et les amener à faire le tutorat entre eux-mêmes. On reste toujours sur Facebook pour voir les derniers avis et commentaires. Boniface Zombossi dit « L'attraction de l'école passe par la volonté des parents. Ainsi, les parents des apprenants avec un handicap seront motivés pour favoriser l'attraction lorsque des quotas raisonnables au concours de la fonction publique seront réservés aux candidats avec un handicap. » Et pour terminer, Abdel Seydou nous dit « Pour que l'école béninoise soit plus attractive, il faut la construction des modules de classe adéquats. Il faut suffisamment recruter des enseignants qualifiés et les doter de matériel pour une éducation performante. » Merci. Donc ce sera tout pour ce matin. Merci beaucoup Maurice Tantan, ça va être la fin aussi. Hein. Un mot pour la fin, Madame Daiso. Vous avez écouté, il y en a qui entrent en droite ligne de ce que vous avez dit sur ce plateau. Vous voyez, en tant qu'expert au niveau des droits des personnes handicapées, à chaque fois que j'entends un handicapé, quand j'entends vivant un handicap, porteur d'handicap, c'est pas correct. Ouais. Ce qui est correct, c'est ce que dit la Convention. C'est notre bréviaire. Personnes handicapées, enfants handicapés, apprenants handicapés, handicapés. Portant, vivant, toute sa situation. On le dit, on aime le dire, mais ce n'est pas l'idéal. Et c'est par consensus qu'on est arrivé à accepter qu'on dise personnes handicapées. Donc quand j'entends ça, je tique un peu. Alors je dirais qu'il y a un comité qui travaille énormément. Il y a Handicap International, il y a les sœurs, les services des sœurs pour la promotion humaine, il y a la CBO, la Coalition pour l'éducation pour tous. CBO et PT. Il y a la Fédération des associations de personnes handicapées, les réseaux, les écoles intégratrices comme les Hibiscus, Paix et Joie, Sainte-Jocelyne, Cercle des Oliviers. Tout ce monde, nous sommes tous ensemble pour un plaidoyer pour l'éducation inclusive. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont de l'expertise et qui font des choses, il y a des documents qui sont faits. Et je crois que le dernier mot, je veux encore à l'État de sa responsabilité. Il faut une volonté politique pour que nous ayons le décret d'application et que désormais, on pense qu'il n'y a pas des citoyens à part. Nous sommes tous citoyens. Et si les gens ne sont pas sensibilisés, même à la maison, s'ils ne sont pas sensibilisés, c'est la faute de qui? C'est la faute de l'État. Quand il y a des préjugés sociaux qui font que les parents ne sont pas à l'aise, quand il y a des préjugés sociaux qui disent qu'il faut l'éliminer, et quand un parent, surtout quand un parent a un enfant, a grand besoin de soutien, c'est-à-dire un enfant que vous ne pouvez pas laisser, pour manger, pour dormir, pour s'habiller, il faut que vous soyez là. Et quand il n'y a rien pour toutes ces choses, c'est difficile. Donc, un parent, pour qu'il soit un parent aguerri, il faut qu'il soit accompagné. Et moi, je dis toujours que tout ça existe dans notre loi. Bien sûr. Et quand les décrets d'application vont commencer, tout à l'heure, directeur, vous disiez qu'il ne faut pas brandir la loi comme un épouvantail. Il faut, je suis d'accord, qu'il faut sensibiliser. Mais vous savez, tant qu'il n'y a pas de sanction, on s'en fout. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut nécessairement que ce soit appliqué et qu'on sache qu'il y a des sanctions.
Merci. Claudine Daiso, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes la fondatrice de la Chrysalide. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur Sylvanus Ladeye. Oui, merci bien Serge. Je pense que l'espoir est permis. Et c'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Bah ouais. Je pense que, comme l'a dit madame, l'État, le gouvernement, comme, si on peut le dire ainsi, actuel, est capable de prendre rapidement ces décrets-là. Parce que ça empêche. On ne sait même pas de quelle manière on va appliquer telle disposition de la loi. Donc je pense que c'est pas tomber dans des oreilles dessous, parce que je sais que les autorités aussi suivent cette émission-ci. Bien sûr. Et que les personnes qui sont les mieux indiquées agiront le plus tôt possible. Merci beaucoup à vous. Beaucoup de courage surtout pour tout ce que vous faites. Je sais que vous êtes une femme battante et la persévérance, elle est là. La force de résilience également, elle est là. Bon retour à vous. Maurice Tantan, merci beaucoup merci, à vous aussi. Oui. Et puis nous, on continue le combat par ici, ensemble. C'est ensemble qu'on grandit. Allez, de toutes les façons, comme dit Alexandre Jolienne, la liberté intérieure, c'est quand le regard de l'autre, il ne nous détermine pas. Allons-y de l'avant et on est sûr qu'on va y arriver. Restez ensemble avec nous, 5 sur 7 matin, ça va se poursuivre tout à l'heure dans nos assiettes. L'alimentation en lien avec le cancer, on en parle avec Angela Kweidja dans sa chronique. Il y a le sport qui nous attend et puis la revue de presse. On marque une courte pause, le temps pour nous de prendre juste un verre d'eau et je vous reviens. À tout de suite. Samedi. C'est les grands travaux dans notre agone. Quand on travaille dans notre agone, c'est ça qu'on appelle le phosphatage. Le agone, c'est le Bénin? Non. C'est pas le Bénin? Non. C'est qui le chef de famille alors? Le chef de famille, c'est le chef de cette communauté imaginaire que j'ai. Le agone? Oui. Et Bad George? Bad George, c'est un des responsables dans la communauté. Et pendant que j'y suis, qui est Nana Rouge? Nana Rouge, c'est notre Dieu dans la communauté. C'est notre Dieu qui fait son buzz par moment. Elle a même fait le buzz de Shidai. Donc. Bon, allez, amis téléspectateurs de Mardistique, j'arrive pour vous. J'arrive par procuration parce que ce monsieur, il n'est pas possible. L'ORTB, pas sans vous. Samedi. Au maternel d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter des parents souvent absents. Soit c'est mon épouse qui, par exemple, travaillait à un moment donné à Dakar et j'étais resté seul à Abidjan. Et puis quand elle est revenue, moi je suis allé en Guinée, après au Mali et maintenant au Togo. Donc ça fait 10 ans en tout que nous vivons comme ça de façon séparée. Puis les enfants de la récré nous diront ce qu'est être malade. On se sent chaud. Tu es malade, on t'amène à l'hôpital. On te fait quoi à l'hôpital? On te pique. On est malade, on va l'amener à l'hôpital et puis on va lui piquer sur la bouche, sur les fesses. Merci. Dans notre rubrique de femmes inspirantes, nous recevons une chef d'orchestre, Clotilde Blé. L'ORTB, pas sans vous. « 5 sur 7 matin se poursuit. Merci. Si vous nous rejoignez à l'instant même, vous n'avez pas raté grand-chose, excepté le forum de discussion, très intéressant d'ailleurs, sur l'éducation inclusive. Nous restons toujours collés à l'actualité de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Aujourd'hui, dans nos assiettes, que manger pour réduire les risques face au cancer? C'est ce que nous apprend Angela. Bonjour mon ange. Bonjour Serge. Ça va bien? Oui, ça va très bien.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Serge l'a dit que manger pour réduire les risques liés au cancer de façon générale. Nous en parlons ce matin avec sa complicité. Et en réalité, le mardi dernier, donc, les spécialistes de tout genre avaient les yeux focalisés donc, sur les cancers, la lutte contre les cancers dans leur globalité. Mais il faut déjà dire que, de façon générale, les causes liées au cancer ont été mal élucidées. Les chercheurs n'ont pu détecter que des facteurs de risque. Et on entend par facteur de risque un élément qui augmente votre probabilité, la probabilité à souffrir d'une maladie, donc d'un cancer, dans le cas d'espèce. Donc, il ne s'agit pas directement de cause à effet, c'est-à-dire c'est pas une cause, c'est pas parce que vous fumez par exemple forcément que vous aurez le cancer. Mais quand on prend deux populations, l'une qu'on expose donc à la fumée du tabac et l'autre qu'on n'expose pas, quand on va revenir, on peut retrouver des années après chez ceux qui sont exposés à la fumée du tabac. Plusieurs qui vont souffrir du cancer, mettons 5, et de l'autre côté, on peut retrouver une seule personne qui souffre du cancer. Ça veut dire juste que le tabac est un facteur aggravant, un facteur de risque. Donc voilà un peu. Et aujourd'hui, nous avons décidé donc de parler des aliments parce que au nombre des facteurs de risque détectés par les chercheurs face au cancer, il y a le mode de vie. Et quand on parle de mode de vie, il y a l'alimentation et la sédentarité, pour dire que lorsque vous avez une certaine inactivité, vous ne faites pas assez d'exercice physique, vous êtes exposé, et quand vous avez une mauvaise alimentation, vous êtes exposé. Alors, quels sont les aliments qui sont incriminés dans l'apparition des cancers? Alors, comme on l'a souvent dit sur ce plateau, il n'y a aucun aliment qui soit mauvais au point d'être interdit. Mais dans l'apparition du cancer, il y a plutôt des habitudes alimentaires qui sont classées mauvaises, donc qui sont sur les bancs, le banc des accusés, parce que clairement, on va dire que l'obésité et le surpoids sont des facteurs qui exposent au cancer. Et vous savez que le cancer, en fait, c'est le développement anarchique de cellules anormales dans leur développement. Et normalement, la division cellulaire se fait naturellement pour nous aider à bien vivre. Mais dans le cas d'espèces, lorsque les cellules sont encrassées, on ne sait pas à quel moment l'anomalie survient. Donc quand vous avez trop de graisse dans votre corps, la probabilité pour qu'il y ait une anomalie qui surgisse au niveau de vos cellules est grande. Et c'est pour cela qu'on dit que l'obésité et le surpoids sont des facteurs de risque. Et du coup, quels sont les aliments qui vont vous exposer au surpoids ou bien à l'obésité? Ce sont les matières grasses, quand vous mangez du gras en excès, quand vous mangez trop de sucre, donc du sucre en excès. Quand vous prenez aussi du sel en excès, ce sont des facteurs qui vont vous exposer donc à l'obésité. En fait, c'est un déséquilibre entre ce que vous apportez à votre organisme et ce que l'organisme dépense. Donc, lorsque associé à ça, il y a une certaine inactivité physique, vous allez développer, vous avez un risque de développer le cancer. Cependant, il y a des gens qui sont génétiquement exposés à l'obésité ou bien au surpoids. Donc, ces gens-là, moi, je ne peux pas grand-chose en matière d'alimentation. Toujours donc dans la rubrique des facteurs alimentaires qui exposent au cancer, les chercheurs ont détecté les viandes rouges et les charcuteries. Ce sont des viandes qui, des éléments qui exposent, quand vous en prenez un peu trop, vous savez, il y a des gens qui ne s'en passent pas
tous les jours, c'est la viande. Ouais. Ils aiment particulièrement la viande et tous les jours, ils en mangent. Mais voilà, c'est un facteur qui a été identifié comme facteur de risque, la consommation excessive de viande rouge. Viande rouge, c'est par exemple le bœuf, c'est par exemple le mouton et les charcuteries de façon générale, parce que ce sont des aliments qui sont transformés, ce sont des aliments manufacturés et c'est pas bien. Il y a également l'alcool. L'alcool, c'est pas vraiment un aliment, c'est une boisson et qui est un facteur de risque. Et d'ailleurs, vous voyez toutes les boissons sucrées. Quand on prend l'habitude, on en a parlé sur ce plateau à l'approche des fêtes, quand vous prenez l'habitude d'en consommer un peu trop, le sucre, il y a du sucre dedans, c'est obésogène. Donc, il y a l'alcool qui est un facteur de risque dans les cancers, disons, aérodigestifs. Et donc, les cancers au niveau du larynx, de l'œsophage, parce qu'on vous a dit que l'alcool est toxique, en fait. Dans les cancers du sein et du col de l'utérus également, on a détecté que les femmes qui prennent de l'alcool de façon occasionnelle sont moins exposées que celles qui sont alcoolodépendantes. Je pense à quelqu'un. Alors, les aliments salés et fumés ont été aussi mis à l'index. Je n'en parle pas pour que, finalement, on délaisse ça. En toute chose, c'est l'excès qui nuit. En fait, les traitements que ces aliments dans la conservation, par exemple, les aliments salés, on met beaucoup de sel. Il y a des poissons séchés. Hier, j'ai parlé du langouin. Lorsque vous mettez votre langouin dans votre sauce, il va falloir faire attention au sel pour ne pas en rajouter parce qu'il y en a déjà. Donc, la conservation et également la technique par laquelle on retrouve les aliments fumés, ce sont des traitements qui entraînent, disons, l'apparition de composés qu'on appelle nitrosamines, et ces composés-là sont cancérigènes. Et donc, je profite aussi pour revenir sur le sel, on en a parlé hier, et j'ai remarqué que même dans Afiti aujourd'hui, les gens mettent du sel. Du cube. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Les bouillons cubes. Mais c'est extrêmement grave. On met ça, même dans le pain. Paraît-il qu'ils en mettent. C'est pas normal. Dans pâté, ils en mettent. Et dans pâté, voilà. Dans Doko, ils en mettent. Mais pourquoi? Dans Ata, ils en mettent. Mais juste un peu de sel, parce que nos aliments sont déjà salés. Il faut savoir que les bouillons cubes et autres, c'est un facteur de risque en plus. Et le lait, dans le cancer de la prostate, a été détecté comme également un facteur qui favorise la survenue du cancer de la prostate. Le tabac, la chicha etc. Bon, je ne peux pas tout le reste. Bon. Mais il faut reconnaître que c'est retenu que c'est l'obésité et le surpoids. Donc tous les aliments qui peuvent entraîner cette obésité ou bien le surpoids, il faut faire attention. Et on l'a dit, pour savoir si on est obèse ou en surpoids, il faut prendre son poids en kilogrammes divisé par sa taille au carré. Vous verrez, même si vous tapez sur Papa Google, tout ce qu'il faut. Allez, très rapidement pour finir, quels sont ces aliments qui pourraient diminuer les facteurs de risque des cancers, ou plutôt, quels sont les aliments protecteurs, s'il vous plaît? Voilà, les aliments protecteurs, ce sont les fruits et légumes. Ces aliments ont été identifiés comme aliments protecteurs à cause de leur composition nutritionnelle, parce que clairement, ce sont des aliments qui contiennent des vitamines, des micro-constituants de végétaux, des fibres alimentaires, donc des constituants qui expliquent ou justifient leur action protectrice. En 2018, selon l'Institut international de recherche en cancer, 8000 Béninois ont été dépistés souffrant du cancer, des cancers de façon générale. Et 5600 sont décédés, soit 6 Béninois sur 8. Et on a remarqué que quand on prend 10 Béninois, 9 n'arrivent pas à consommer 5 fruits et légumes par jour, comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, franchement, on vient de le dire, ce sont des produits qui, parce qu'ils contiennent des antioxydants, des vitamines, des minéraux, des fibres alimentaires, les antioxydants
vont vous permettre de réduire vos risques par rapport au cancer. Il y a la cassage. J'aimerais vraiment revenir dessus pour dire que plus l'aliment il est raffiné, moins il est bon pour la santé. Donc, on a les céréales, il vaut mieux les consommer à grains entiers. C'est pas bien d'enlever tout de trop raffiné. Il y a également les épices qu'il faut remettre dans notre alimentation, utiliser la manière de préparer traditionnelle, revenir à notre alimentation traditionnelle en préférant jouer avec ces épices-là, l'ail par exemple, le curcuma, pour relever le goût de nos aliments. Moins de sucre, moins de gras, moins de sel, et dans votre assiette, il faut que la moitié soit dédiée aux fruits, aux légumes, le quart aux produits animaliers, et puis le reste céréales ou bien féculents, tubercules, des choses comme ça. Et le sport, il ne faut pas oublier, il faut courir. C'est important. Vous êtes pressé de recevoir le monsieur qui parle du sport, mais vous savez que si vous ne vous portez pas bien, vous n'allez pas même pouvoir le recevoir. Donc, je n'avais pas fini, on n'avait pas fini. C'était très important. Non, il faut préciser aussi, lorsque vous parlez de légumes, il ne faut pas que les gens pensent souvent que c'est maintenir. Non, même la tomate, ou bien l'ail, l'oignon plutôt, ce sont des légumes. Donc, c'est pas maintenant, il faut préparer ça de la meilleure des façons. Voilà. C'est pas la peine de mettre l'huile rouge ou bien l'huile, beaucoup de gras dedans. On apporte du poisson, on apporte de la viande. Franchement, on apporte les fruits de mer, du fromage. C'est beaucoup trop. De toutes les façons, les enfants sont... et j'allais oublier l'allaitement maternel dans le cancer du sein. Vous voyez, c'est du lait pour les enfants et ça protège les enfants déjà contre le cancer. Et pour la femme, puisque c'est un cancer hormonodépendant, ça la protège également. Donc, et ça aussi, c'était important. Merci d'être revenu sur le Manteja et de m'avoir permis de glisser ça. Merci beaucoup à vous, Angela. Vous passez un excellent week-end. Faites du sport. Ah oui, ça c'est important. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite avec Herman Rodrigue Amega. C'est maintenant. Herman Rodrigue Amega, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de 5 sur 7 matin. Et on démarre avec la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les 4 ans, c'est une grosse question, hein. Didier Drogba a son avis sur le sujet. Alors Serge, je rappelle le contexte. Le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, a préconisé samedi que la Coupe d'Afrique des Nations soit désormais organisée tous les 4 ans au lieu de 2 et présenter des mesures en faveur du développement du football africain. S'exprimant lors d'un séminaire continental à Rabat, Infantino a jugé insuffisant les progrès des dernières décennies pour accroître la compétitivité du football africain à l'échelle planétaire. Il a dévoilé une stratégie conjointe à la FIFA et à la CAF reposant sur 3 piliers, l'arbitrage, les investissements et le développement des compétitions, selon bien sûr un communiqué publié sur le site internet de la FIFA. Au titre de ce 3e volet, le président de l'instance suprême du football mondial a suggéré le repositionnement de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouerait tous les 4 ans. Et sur cette proposition, justement, les avis sont déjà partagés. Suivez ici la lecture de l'ancien international de football ivoirien, Didier Drogba. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CAN en Afrique, c'est un outil de développement pour des pays qui n'ont pas forcément les moyens ou les opportunités de le faire. Et passer de 2 à 4 ans, ça peut être une bonne chose parce que ça donnerait aussi une saveur bien particulière à ce trophée par sa rareté. Maintenant, c'est un compromis qu'il faut trouver. Il faut trouver le juste milieu. Mais je pense qu'à terme, je pense qu'on va être obligé d'arriver à ça parce que le joueur africain est pas mal lésé par rapport à ses clubs. Et vu qu'il y a beaucoup de joueurs africains maintenant qui évoluent en Europe, ça complique un peu la chose. Déjà à l'époque, quand on jouait la CAN, qui était au mois de janvier,
partir en sélection, c'était mettre en danger sa place de titulaire. C'était vraiment compliqué, quoi. Et puis sans parler des conditions climatiques. Donc voilà, ça va être quelque chose, ça va être intéressant comme débat et puis j'espère pouvoir y contribuer. Voilà donc l'avis de Didier Drogba sur la question. En tout cas, le débat est ouvert. Pour l'instant, la CAF n'a pas encore tranché. Une chose est sûre, c'est l'heure du débat parce que c'est maintenant qu'il faut mettre la question sur le tapis pour pouvoir trancher. Ah oui. En attendant, on parle du Tour de France 2021. On connaît désormais le parcours. Oui, le Tour de France 2021 commencera par un passage devant la petite sirène de Copenhague, capitale la plus cyclable de la planète. C'est bien sûr au Danemark. Ce sera lors d'un chrono individuel très rapide avant l'étape la plus septentrionale de l'histoire de la Grande Boucle. Sur 13 km de plat, les coureurs aborderont la citadelle, le pont de la Reine-Louise, puis le château royal d'Amalienborg. Un des rares coups de frein sera donné à 4 km du but, le virage serré donnant l'occasion d'adresser un clin d'œil à la petite sirène selon l'organisation. Le lendemain, place aux amateurs de classiques avec 199 km d'asphalte entre Roskilde et Nyborg, dont 18 km de pont balayés par les vents lors de la traversée du détroit du Grand-Bel. La troisième étape danoise se disputera au milieu des forts sur 182 km au départ de Vel, avec une arrivée probablement à Sonderborg. Suivez ici les explications de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, qui révèle l'originalité de ce parcours qui va débuter au Danemark. Il y a cette arrivée où, à Nyborg, juste après 17 km au-dessus de la mer. Alors déjà, il y aura un panorama absolument exceptionnel. Ce seront des images qu'on n'a jamais vues sur le Tour, par leur durée. Jamais vues depuis 1903. Et il y aura au bord des routes, à l'évidence, une passion pour le Tour qui s'exprimera. Au Danemark, devant la télévision, en part de marché, il y a encore plus de gens qui regardent le Tour de France que de Français. Le Danemark est en deuxième position derrière les Flandres et devant les Pays-Bas. Et la France est seulement quatrième. Donc il y aura cette passion, il y aura cette ferveur. Alors, le Danemark, il faudra le rappeler, est le 10e pays étranger à accueillir le grand départ du Tour de France. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, l'Espagne, l'Irlande, la Grande-Bretagne et Monaco l'ont précédé. Danemark, c'est en 2021, mais déjà en juillet prochain, Serge, le 107e Tour de France va s'élancer de Nice. Et puis vous nous emmenez maintenant, pour finir, à la découverte de Habiba Ghimbi, une grande championne olympique tunisienne, sauf que son sacre olympique est pour le moins singulier. Serge, imaginez un instant que vous travaillez ardemment pour postuler à un concours dont vous rêvez finir premier. Mais vous en ressortez deuxième et ce n'est que 4 ans plus tard qu'on vous rétablit premier. C'est-à-dire que votre heure de gloire vous a quasiment été volée. Eh bien, c'est en quelque sorte ce qui est arrivé à Habiba Ghimbi, elle qui pratique le 3000 mètres steeple. Quand on apprend qu'on s'est fait voler la joie au moment de la victoire, cela fait mal. J'aurais voulu qu'on entende l'hymne national tunisien à Londres et à Dégout. Ces propos ont été tenus par l'athlète le 2 octobre 2019 dernier. Entre joie et frustration, elle venait de recevoir sa médaille d'or olympique méritée 4 ans plus tôt. La raison, Yulia Zaripova, sa concurrente russe sacrée dans ces deux compétitions, a été suspendue et déclassée après ses confessions pour dopage. Suivez le portrait de la première athlète médaille d'or olympique de la Tunisie dans cet élément. Habiba Ghimbi compte 2 titres majeurs sur 3000 mètres steeple, celui de championne du monde en 2011 et de championne olympique en 2012. Mais la route pour devenir la première Tunisienne de l'histoire à remporter l'or olympique a demandé détermination, ténacité et sacrifice. Ma carrière professionnelle a commencé en France en 2007. Après ça, j'ai participé aux Jeux Olympiques de 2008 où j'ai atteint la finale. Et là, je me suis dit, Habiba, tu peux devenir championne olympique. Est-ce que tu as dû faire des sacrifices? Je pense que j'ai passé environ 1 an et demi hors de chez moi. C'était difficile pour moi, mais parfois, quand vous faites des sacrifices, vous en récoltez les bénéfices, comme ce titre de championne olympique. Mais quand le jour J est arrivé, Ghimbi n'a pas pu savourer son moment de gloire. Aux mondiaux de 2011 comme aux JO de 2012, Yulia Zaripova remportait l'or et Ghimbi l'argent. Sauf que 4 ans plus tard, la Russe a été reconnue coupable de dopage, faisant de la Tunisienne la réelle championne.
Qu'est-ce que ça te fait de ne pas avoir pu célébrer sur le moment ces médailles d'or? Je ne veux pas y penser parce que ça fait tellement mal. C'est vraiment difficile à vivre. L'IAAF a essayé de me donner ces médailles dans des conditions similaires. Sauf que les conditions étaient bien différentes. Au lieu d'une plateforme mondiale ou olympique, Habiba Ghribi a reçu ses médailles en Tunisie à l'occasion des Jeux méditerranéens des moins de 23 ans. Mais ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes émotions. Je pleurais sur le podium, car oui, ça m'a fait de la peine. Mais bon, ça va. Maintenant, tout le monde sait que je suis une championne olympique. Ça arrive beaucoup de voir les gens recevoir plusieurs années après leur médaille d'or, d'argent ou de bronze, remportée à l'origine par des tricheurs, si on peut dire ainsi. Comment mieux faire les choses? Je ne sais pas, mais vous avez vu ce qui est arrivé à Marion Jones. Elle a été en prison, elle a rendu tout l'argent qu'elle a pris. Ça, c'est juste. Je pense qu'il devrait faire la même chose pour les athlètes qui se dopent. Donc tu es favorable à des poursuites criminelles? Je pense que c'est criminel. Ce n'est pas criminel dans le sens où vous avez tué quelqu'un ou quoi, non. Mais pour moi, c'est comme si vous voliez quelque chose à quelqu'un d'autre. Vous lui volez son moment de gloire, son bonheur, et l'argent que lui aurait donné le sponsor pour sa performance aussi. Donc ouais, c'est une grosse perte. Ghribi a mis sa carrière entre parenthèses en 2018 et est devenue maman début 2019. Penses-tu signer ton retour sur les pistes? J'y pense bien parce que j'aimerais beaucoup terminer ma carrière avec les Jeux Olympiques 2020. Donc j'aimerais revenir sur les pistes. Tu es désormais maman. Comment est-ce que ça a changé ta vie? Oh, ça c'est la plus belle chose de ma vie. Être maman, c'est la meilleure chose qu'on puisse ressentir. Pour moi, c'est la plus belle médaille. On dit merci Habiba, et merci à vous aussi, Amran. Tout le plaisir était pour moi. Allez, on termine avec la revue de presse. Issa, bonjour. Bonjour Serge. Allez, la revue de presse, les journaux s'intéressent ce matin aux grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Absolument. Construction d'infrastructures, la phase 2 du projet Route des pêches lancée, écrit le quotidien de service public La Nation. Le journal explique que selon le Conseil des ministres, les travaux d'aménagement et de bitumage de la phase 2 vont de la fin de la phase 1 du projet Route des pêches dans la localité d'Adounko jusqu'à la Bouche du Roi dans la commune de Grand Popo en passant par la porte du non-retour à Ouida. Le conseil indique que les travaux prennent en compte les bretelles Adunko Kokokodi, Avlekete Paou et porte du non-retour, route nationale inter-État Ouida. Il a conduit soit au total 53,75 km de voies à bitumer assorties d'ouvrages de franchissement. La cloche sur le même sujet écrit « Après la réussite éclatante de la première phase, voici la phase 2 ». D'après ce quotidien, la réalisation de l'ensemble des ouvrages va renforcer l'offre touristique des localités traversées. Et sur un autre plan, Bénin Intelligent parle des travaux connexes pour le confort des usagers de l'aéroport de Cotonou. Selon le Conseil des ministres, l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantine Cotonou va subir des aménagements pour donner une nouvelle dimension à l'ensemble des installations de la plateforme aéroportière, améliorer les services aux passagers et le conformer davantage aux standards internationaux. Et puis on va terminer avec les élections communales de 2020. Vous nous dites que des facilités sont faites aux candidats par le ministre ou le ministère de la décentralisation. Absolument, c'est le journal La Cloche qui annonce que dans la perspective des communales, le certificat de résidence est rendu gratuit et sans délai à tous les candidats. Malheureusement, je crois qu'on n'a plus assez de temps. On va s'en arrêter là. Ah ouais, allez-y. Ok, eh bien, on finit avec une bonne nouvelle pour les Béninois vivant en Chine et l'épidémie de coronavirus. C'est La Nation qui titre les fermes instructions du chef de l'État. Les informations concernant les Béninois vivant en Chine sont rassurantes et les autorités suivent de près la situation liée au coronavirus qui sévit dans ce pays. Et d'ailleurs, une cellule d'alerte a été mise en place à cet effet pour suivre l'évolution de la situation et du soutien financier ont été donnés aux ressortissants
béninois. Merci Ulvaeus Herman, merci beaucoup. C'est terminé pour 5 sur 7 matin de ce jeudi 6 février. On se retrouve demain, c'est vendredi de la culture et de la société. Demain, 5 sur 7, portez-vous bien.